Et bonjour à tous et à toutes, et comme tous les lundis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Pour ce podcast, j'avais très envie effectivement de reparler de la famille et notamment des enfants, notamment de l'enfant hypersensible. C'est un sujet que je développe peu et que j'avais développé il y a quelques années pour les personnes qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux et qui ont peut-être d'ailleurs l'atelier qu'il y a sur mon site, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude, sur comment accompagner notre enfant, notre adolescent quand il est atypique. Et c'est vrai, j'en ai tellement parlé il y a quelques années, j'ai même fait des livres sur le sujet, que j'ai pas trop développé ça lors de mon podcast. Donc, comme m'en a fait la remarque en disant et Elodie, est-ce que tu pourrais nous faire des épisodes un peu plus sur la famille et les enfants? Eh bien, je me lance. Je vous fais donc un épisode notamment sur l'enfant hypersensible. Alors, j'ai fait un petit livre, si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos, mais j'en ai même fait deux. Aux éditions Solar et aux éditions Hatier, en fait, pour parler effectivement de cet enfant hypersensible. Mais j'avais très envie, encore une fois, de vous faire un épisode de podcast, parce que déjà, comme ça, le podcast est totalement gratuit, et je peux peut-être toucher plus de monde. Je crois que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, et c'est dommage, parce que avoir un enfant hypersensible, eh bien, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, avoir un enfant avec des atypies, c'est pas toujours évident. Ça l'est encore moins lorsqu'on ne se connaît pas soi-même et qu'on ne connaît pas nos atypies. D'ailleurs, pour rappel, beaucoup de parents, en fait, découvrent leur propre atypie une fois qu'ils l'ont découvert chez leurs enfants. C'est parce qu'ils l'ont découvert chez leurs enfants qu'ils ont donné finalement de la légitimité à certaines caractéristiques, qu'à un moment donné, ils ouvrent leur esprit en se disant « Tiens, ça me parle ». En fait, on fait tous quand même des transferts, faut bien le dire, sur nos enfants en général. Se dire « Ah, il me ressemble, oh, il ressemble à l'autre parent ». Et donc, ce qui est intéressant, c'est en fait, à un moment donné, cet effet miroir qui nous fait prendre conscience que, mais si notre enfant est comme ci, comme ça, réagit comme ci, comme ça, parce qu'il est atypique, mais moi alors, est-ce que je ne le serais pas aussi? C'est parfois très douloureux, très déstabilisant et très malmenant. Et ça prend tout un processus. Il est pas rare que certains parents me disent je pense que l'autre parent l'est aussi, mais il ne veut pas en entendre parler, c'est à peine s'il légitime ça alors qu'on a un diagnostic officiel auprès d'un professionnel, il ne veut pas en entendre parler, alors même que j'essaye de l'ouvrir à ce sujet et de lui donner des livres et de la documentation, il ne veut pas en entendre parler, quand bien même on est face à des difficultés et que j'aimerais que il ou elle fasse aussi des efforts et soit acteur finalement dans cette démarche de découverte, il ne veut pas en entendre parler, bref, vous m'avez comprise. Oui, c'est frustrant. Par contre, malheureusement, et ça va être compliqué, c'est qu'on ne peut pas forcer un parent à s'ouvrir à ce sujet-là s'il ne veut pas. Et d'ailleurs, en général, le parent qui est profondément bloqué sur ce sujet, et je vous en avais un petit peu parlé dans un épisode de podcast sur comment on parle de ses atypies aux autres, faire face à l'effet de mode. Il y avait des épisodes de podcast vraiment sur ce sujet. Je vous disais, c'est intéressant de voir que les gens qui surréagissent et qui sont vraiment bornés et qui peuvent même faire preuve de violence dans leur réaction, tant verbale ou même physique, dans le sens ils ont un mouvement de recul et on sent que ça les violente en fait ce sujet-là. C'est souvent qu'ils sont concernés, mais que ça serait trop douloureux pour eux de tout remettre en question, de tout réinterroger, alors qu'ils n'en ont pas l'obligation. Mais ça viendrait déstabiliser beaucoup de choses sur lesquelles ils se sont construits. Quand bien même là, ça concernerait leurs enfants, donc la chair de leur chair, l'amour qu'ils ont pour quelqu'un de... Enfin voilà, je pense pas qu'on puisse aimer autant et aussi fort que l'amour qu'on porte pour nos enfants. Eh bien là encore, c'est pas possible. Et c'est très frustrant, hein, c'est très frustrant pour l'autre parent qui est justement dans cette dynamique et qui se sent un peu seul aussi là-dedans. Et j'ai beaucoup, malheureusement, témoignages de femmes dans des couples hétérosexuels qui en témoignent, qui me disent, mais en fait, Elodie, c'est moi qui fais toutes les démarches, ça m'épuise, je dois potentiellement voir je ne sais pas combien de professionnels, parce que là encore, on se confronte aux idées reçues de certains professionnels qui ne sont pas formés, des idées reçues de professionnels ou de l'entourage qui sont totalement jugeants. Parfois, un professionnel ne suffit pas parce qu'en fait, il n'existe pas un professionnel qui est formé à toutes les atypies et qui peut donner un diagnostic pour toutes, ça n'existe pas. Donc, on renvoie à un autre confrère qui peut peut-être, par exemple, diagnostiquer l'autisme, puis un autre sur le TDAH, etc. Donc, on multiplie effectivement déjà les frais, forcément financiers, mais aussi l'énergie que ça demande à chaque fois. Et c'est fatigant pour tout le monde. Alors, lorsqu'on est seul dans la démarche, c'est pas facile, c'est très difficile.
Mais pire encore, lorsque l'autre parent nous juge et pense qu'on fait n'importe quoi, qu'on essaye de coller une étiquette sur l'enfant ou je ne sais quoi d'autre, et c'est extrêmement douloureux et c'est extrêmement difficile en fait. Donc si vous êtes dans cette catégorie de personnes, je pense bien à vous. Et vous n'êtes pas seul. Tenez bon. Trouvez justement du réconfort, je pense, auprès de professionnels ou de personnes qui comprennent. Souvent, je propose aux familles d'ailleurs de se rapprocher d'associations d'enfants atypiques en fait, pour en parler, parce que vous pouvez partager vos difficultés en commun et ça soulage en fait. Comme écouter ce podcast, ou d'ailleurs n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast à des parents que vous connaissez qui sont là-dedans, parce que ça fait du bien de pas se sentir seul, parce que des fois à un moment donné on se dit mais est-ce que finalement c'est juste pas moi qui veux insister pour coller une étiquette à mon enfant? Clairement, alors je peux pas être sûre de vous dire non, parce que je connais pas toutes les personnes qui vont écouter cet épisode, mais je crois qu'à un moment donné, les professionnels savent aussi vous arrêter si vous n'allez pas dans la bonne direction. Si à un moment donné vous avez vu 1, 2, 3 professionnels et que tous sont formels, bon, ce n'est pas la bonne direction, là d'accord, faut se faire une raison. Et encore que, parce que j'ai quand même des exemples très concrets là en tête qui me viennent, de parents qui, en fait les premières années et notamment les 6 premières années parce que c'est assez compliqué parfois et complexe de détecter, les atypies d'un enfant et encore plus si celui-ci a en fait de multiples atypies, donc en fait a une double exceptionnalité, triple ou voilà. Donc des professionnels peuvent passer à côté. Et en fait, au final, qui ont réussi à avoir un diagnostic officiel très concret quand l'enfant est bien plus âgé, parce qu'en fait, et c'est très malheureux, les difficultés se sont aggravées. Donc une fois que les difficultés se sont aggravées, forcément elles sont plus visibles. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est important de le signaler, c'est-à-dire que lorsqu'un parent arrive finalement à bien accompagner son enfant, parce que peut-être que ces doubles exceptionnalités se compensent. Je pense notamment à des enfants, et il y a beaucoup de témoignages adultes, où on parle de HPI-TDAH par exemple. Le TDAH peut effectivement être compensé, j'aime pas trop cette expression, mais je pense que c'est au moins assez compréhensible, pardon. Il peut être compensé par le HPI. Donc l'enfant n'est pas en grande difficulté, en fait, scolaire, même sociale. Il y a des choses qui font que on sent bien qu'il est un peu différent. Mais parfois, par contre, il se relâche totalement en fait à la maison. Donc à l'école, il maintient le cadre, ça lui demande énormément d'efforts. Il décompense à la maison. Le parent se sent en difficulté et quand il demande de l'aide, vu que l'enfant n'est pas en difficulté à l'école, eh bien en fait on lui renvoie le truc de c'est une question d'éducation. C'est terrible, hein, mais alors des témoignages comme ça, je crois que j'en ai toutes les semaines qui arrivent dans ma boîte mail ou sur les réseaux sociaux. Donc oui, quand on est parent d'enfants atypiques, c'est très fatigant de faire tout ce parcours-là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est tenez bon parce que, en fait, c'est fatigant, mais tous les parents qui sont passés par là et qui ont finalement, au bout de même quelques années de combat, peut-être on peut même voir ça comme un combat parce que c'est un peu notre parole en tant que parents contre la parole de certains professionnels qui sont un peu butés, alors qu'en fait finalement un professionnel, à mon sens, mais bon voilà, ça reste que mon point de vue, mais qui a une bonne déontologie, il est là pour accueillir la problématique de la famille et non pas pour poser en fait un jugement si oui ou non le parent part dans une mauvaise direction. En fait, quand bien même un parent partirait dans une mauvaise direction, le rôle du professionnel, c'est quand même d'accueillir la problématique et de trouver un soulagement en fait à la problématique, que l'enfant soit atypique ou non d'ailleurs. Donc, sachez quand même que tenir bon est positif parce que tous parents qui sont passés par là peuvent dire heureusement que je suis allée jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui ça va mieux. Et même si c'est fatigant, voilà, j'ai envie de vous envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Je pense fort à vous et j'espère, et je vais en arriver enfin à la thématique de ce podcast, mais j'espère que les petites clés que je vais vous partager vont au moins être un soulagement, même si bien sûr, ça ne réglera pas, bien entendu, la problématique. Donc du coup, j'avais envie de vous parler plus en particulier de l'enfant hypersensible et des challenges que ça amène. Donc comme je vous disais au début, quand on est soi-même hypersensible, qu'on en a conscience et que on est dans une perspective et dans une vision de j'accepte cette sensibilité, j'ai compris que ce n'était pas juste une tare et que je n'ai pas à changer ça, mais que même c'est un potentiel que je peux développer, c'est beaucoup plus facile d'accompagner son enfant. En fait, il y a une étude qui s'est faite sur plusieurs années de la part du docteur Hélène Aron, qui est la référence internationale sur le sujet, mais qui a plein d'équipes un peu partout dans le monde. Il n'y a pas qu'elle qui fait des études sur le sujet de l'hypersensibilité, mais non, c'est à tous les pays.
Elle a fait une étude qui est hyper intéressante et elle en parle dans son livre. Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mais je crois qu'ils ont changé le titre du livre parce que clairement ce titre il est horrible. Mais que voilà, ils l'ont traduit comme ça en France et je trouve ça d'ailleurs très symptomatique de la vision qu'on a de l'hypersensibilité pour nommer un livre comme ça. Mais bon voilà. Elle parle donc de cette étude où elle a pu démontrer que les adultes qui ont pu faire de leur sensibilité une force, c'est ce qu'elle va appeler la sensibilité avantageuse, c'est souvent parce que soit ils ont fait un travail sur eux-mêmes d'acceptation, mais c'était beaucoup plus facile si, dans l'éducation qu'ils ont reçue, si leurs parents leur ont fait sentir que justement leur sensibilité n'était pas un problème, mais deux, plutôt un avantage. Elle parle de certains exemples, notamment de familles d'artistes, où la sensibilité est plutôt un potentiel à développer pour la créativité, l'imagination, et donc voilà ce côté artiste. Sans tomber dans le cliché, bien sûr, mais il est vrai que quelqu'un qui bloque sa sensibilité va bloquer sa sphère de créativité. Ça, c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça. Et c'est assez logique finalement aussi. Donc, il y a des adultes qui sont hypersensibles, qui s'interrogent pas à savoir s'ils le sont ou pas, qui se posent même pas de questions. Peut-être parce qu'ils fréquentent justement un milieu aussi où c'est totalement accepté. Donc ils vont pas chercher en fait à mettre un mot dessus parce qu'en fait c'est leur norme et ça c'est totalement ok. Eh bien ces gens-là, l'avantage qu'ils ont eu, c'est des parents justement qui étaient à l'aise avec les émotions, avec la sensibilité. Et c'est intéressant de le savoir, non pas pour se culpabiliser, bien sûr, mais c'est se dire qu'avant tout, le travail commence par soi. On le dit souvent par rapport aux enfants, on dit souvent par exemple que leur apprendre la politesse, c'est pas en répétant 50 fois par jour dis merci, dis bonjour que ça rentre, c'est parce qu'ils nous voient remercier les gens, parce que nous on leur dit bonjour, parce que nous on dit merci à nos enfants, qu'en fait ils sont dans l'imitation. C'est la même chose au niveau des émotions. En fait, je trouve que souvent le parent, face à un enfant hypersensible qui a une grande hyperémotivité, et quand je parle d'hyperémotivité dans le cadre de l'hypersensibilité, je parle de fréquence et d'intensité. Ça veut dire que les émotions sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus fréquemment. Ça, c'est hyper important parce que je pense que ça peut vous soulager de savoir que non, c'est pas votre faute, que c'est un fonctionnement normal, mais que oui, c'est légitime d'être épuisé. Clairement, lorsque un enfant fait une ou deux tempêtes émotionnelles déjà dans la journée, c'est fatigant, ça prend de l'énergie, mais quand il en fait beaucoup plus et qu'en plus elles durent longtemps, c'est-à-dire il se calme pas rapidement, parce qu'il doit redescendre en pression en fait, dans sa temporalité à lui, c'est épuisant pour un parent. C'est clairement épuisant. Mais je vous le dis souvent, mais moi j'ai 4 enfants atypiques. Je suis contente quand c'est l'heure d'aller au lit. Je les aime énormément. J'adore passer du temps avec mes enfants. Mais quand ils sont au lit, je suis quand même soulagée de pouvoir souffler, bien évidemment, parce qu'ils sont quand même jeunes. Et donc, je suis là aussi pour les aider à accueillir. Et je fais une autre parenthèse dans la parenthèse, mais accueillir, je trouve que c'est hyper important de vous dire ça, accueillir les émotions d'un enfant, ce n'est pas se rendre responsable de ses émotions. C'est pas à vous de trouver une solution. Vous allez vous épuiser pour rien. Et surtout, vous n'allez pas l'aider en fait. Donc, du coup, pour revenir à mon point de départ, sur l'imitation, la question que j'ai envie de vous poser et que je pose souvent dans les parents que j'accompagne en coaching, c'est comment vous accompagnez vos propres émotions? Comment vous arrivez à accueillir vos émotions, en fait? Et il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire parce que je crois qu'on passe tous par des phases de vulnérabilité où c'est compliqué, clairement, parce que des fois la vie, elle est pas facile. Je dis souvent la vie est parfois une belle garce, et c'est vrai, donc c'est plus compliqué dans ces moments-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se demander comment j'accueille ça. Est-ce que je vais compenser? Par exemple, avec l'alimentation, avec la cigarette, l'alcool, ça peut être le sport, le travail. Parce que toutes ces addictions-là, même si le travail et le sport, dans notre société sont vus comme des addictions positives, en fait, ça n'en reste pas moins des addictions. Ça peut être les jeux d'argent, enfin, le sexe aussi, enfin il y a plein de manières, voilà. Est-ce que je compense? Ce qui est une fuite de mes émotions. Ça peut être aussi les écrans. C'est vrai que les écrans, je vous l'ai pas dit, mais je pense que c'est une des premières addictions et une des premières stratégies de fuite de nos émotions qu'on a aujourd'hui. Elle est très, très forte et les enfants imitent. Donc ça, c'est vraiment déjà peut-être une première question à vous demander et c'est pas, on est d'accord, hein, c'est pas très agréable c'est très inconfortable de se poser ce genre de questions parce que je sais très bien qui va écouter ce podcast. Ça va être des parents, hypersensibles.
et qui souvent se remettent en question, sinon vous n'écouteriez pas ce genre de podcast, qui sont dans l'introversion, qui essayent de trouver des solutions, et donc, inévitablement, qui a tendance à s'auto-flageller et à culpabiliser. Donc, si vous m'écoutez et que vous êtes en train de vous fouetter, arrêtez tout de suite. Vous êtes en train de dépenser de l'énergie dans l'autoflagellation pour rien. Gardez de l'énergie pour trouver des solutions. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est juste que c'est un questionnement de base. Parce que si vous arrivez à trouver en fait une stratégie pour vous, pour dépasser ça, pour dépasser cette stratégie de fuite, et qui n'est pas de votre faute, parce que encore une fois, certainement, lorsque vous étiez enfant, on vous a pas montré en fait les étapes d'accueil d'une émotion. Euh, Peut-être que vous saviez pas, peut-être même qu'en fait on vous a bloqué dans le processus. Donc, bah en fait tout ce qui est bloqué à l'intérieur à un moment donné explose. Donc forcément il a fallu trouver une solution. Et la surcompensation par une addiction ou par une fuite, bah, c'est ce que le cerveau trouve en fait comme moyen le plus simple en fait pour survivre à ce blocage. C'est juste que ne vous dites pas encore une fois, bah c'était comme ça lorsque j'étais petit. Non, je pense que maintenant, une fois qu'on est adulte, on est responsable et la plasticité cérébrale nous permet d'évoluer. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire par contre, qui peut être hyper intéressant, c'est de verbaliser en fait ce mécanisme. Déjà, c'est d'en prendre conscience, de verbaliser mais même auprès de nos enfants. Alors avec des mots adaptés à l'âge de vos enfants, bien évidemment, mais pour vous donner concrètement, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une alimentation émotionnelle, je pense comme beaucoup de femmes d'ailleurs, et en fait, je me dis, le fait de le verbaliser, je ne banalise pas un comportement qui n'est pas adapté. Je vous donne cet exemple-là. Si je suis fatiguée, je suis à bout, j'en ai marre, voilà, comme tout un chacun, je pense, et que je vais avoir envie de manger, je sais pas, quelque chose de sucré, voilà, donc une compensation alimentaire. Et bien en fait, je vais le dire, par exemple, si à mes enfants, je vais dire, bah voilà, en fait, je sais pas très bien ce que je fais, j'avoue, je le sais. J'ai ce mécanisme de quand je suis fatiguée et que j'en ai marre, ben ça m'apporte un peu de douceur et ça me calme en fait, mais c'est pas ce qu'il faudrait faire. Même si, quand je fais ça, par exemple, j'ai conscience que c'est pas le comportement adapté et que je sais que je dois le changer, si je en fait, être conscient, que ça va prendre du temps et ça apporter cette bienveillance aussi, de se dire qu'on ne change pas les mauvaises choses d'un coup, les mauvais mécanismes, on les change pas d'un coup. Le verbaliser fait prendre conscience à l'enfant que ce n'est pas quelque chose à faire, en fait. Il va pas forcément du coup imiter ce comportement. Essayez, vous allez voir, même sur des choses peut-être plus simples, mais essayez. Lorsque par exemple vous êtes en colère, il y a beaucoup de parents qui témoignent en disant, bah, des fois je me mets en colère contre mon enfant et j'en arrive à lui crier dessus, je culpabilise. Mais en fait, je vais lui dire, je veux dire, j'aurais pas dû te crier dessus, je suis désolée, je m'excuse. Alors attention, ça n'efface pas le fait qu'il fallait pas crier, on est d'accord, mais l'enfant comprend que ce comportement n'est pas validé et n'est pas banalisé. Et ça lui évitera en fait déjà de croire que c'est normal qu'on lui crie dessus déjà. Et ensuite, bah, en fait, ça lui permettra aussi de ne pas refaire ça, par exemple au sein de la fratrie, de ne pas crier sur son frère ou sur sa sœur parce qu'il n'a pas banalisé le comportement. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, les enfants dans une fratrie parfois de se crier dessus. Mais voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est ce côté où on ne banalise pas. Ça, je trouve que c'est hyper important en fait de le garder en tête. Donc, ces premiers tips et cette première clé, c'est déjà de vous demander, vous, en fait, comment, eh bien, tout simplement, vous vivez vos émotions. Si déjà vous laissez une place, si vous vous jugez, si à chaque fois, ben, vous vous auto-flagellez par rapport à ça, inévitablement, les enfants sont dans l'imitation. Donc ça, c'est déjà un premier point dont je voulais vous parler. Et puis, une autre clé hyper importante, donc liée encore une fois aux émotions, parce que c'est ce qui revient souvent et c'est la problématique qui revient plus lorsqu'on a un enfant hypersensible, c'est de comprendre que ça se gère pas. C'est-à-dire que d'une part, vous n'avez pas la responsabilité d'accueillir à la place de votre enfant les émotions, mais en plus de ça, c'est important de ne pas l'aider à gérer ça. Il y a des parents parce qu'ils sont très inquiets pour leur enfant, parce qu'eux-mêmes sont dépassés de voir leur enfant dans cet état, parce qu'ils ont peur d'être jugés en tant que parents, et c'est logique encore une fois, hein, c'est assez légitime, surtout dans la société française et dans la culture française, parce qu'on voit l'enfant d'une certaine manière. Ou bien parce qu'ils ont peur pour leur enfant aussi, ils ont peur que l'enfant soit moqué, qu'il soit humilié, que ça soit difficile pour eux. Ils se disent qu'il faut le renforcer, qu'il faut l'aider à gérer ce comportement en fait. Et je sais qu'on peut être tenté de faire ça. Et donc on peut être tenté de dire ça va, arrête ton cinéma, c'est plus de ton âge de toute façon. Bon ben et puis cette fameuse phrase, mais je pense qu'on l'entend moins aujourd'hui, on l'entendait davantage dans notre
enfin nous dans notre jeunesse, c'est vas-y pleure, tu pisseras moins, qui est vraiment très sympathique. Donc ce genre de phrase, à un moment donné, c'est juste parce qu'on est soi-même à bout. En fait, on est soi-même à bout de faire face à un enfant qui a des émotions aussi intenses de manière fréquente, et on a besoin d'arrêter ça. Et donc, on a besoin de mettre un stop. Et je le comprends, je vous jette pas la pierre parce que ça m'est déjà arrivé aussi, hein, de vouloir gérer ça, parce que là, je n'en pouvais plus, et c'était stop, t'arrêtes de pleurer. Je n'en peux plus, en fait. Il faut quand même le dire, et surtout lorsqu'on est soi-même sensible, l'effet de neurone miroir fait que les émotions de nos enfants, on se les prend de plein fouet, quoi. Et c'est épuisant. Déjà, une petite astuce, dans l'astuce que je suis en train de vous dire, mais c'est que après une grande tempête émotionnelle, en fait, ça monte, ça monte, ça monte, mais ça redescend. Et ça redescend toujours. Et quand c'est en train de monter et que vous sentez que c'est compliqué, rappelez-vous que ça va descendre. En fait, quand on y est, c'est très, très, très difficile, mais en fait, ça descend. Ça descend vraiment. Et se dire que, ok, là, je suis en plein rush, surtout si vous avez plusieurs enfants et qu'ils sont tous en train de crier ou de pleurer en même temps. Je me souviens quand les miens étaient vraiment petits, que j'avais un bébé dans les bras en train de pleurer, et puis l'autre qui avait à peine 2 ans, et qui, du coup, me demandait quelque chose, et je ne pouvais pas y répondre, et du coup, qui pleurait en criant aussi. Oh là 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 là, bref. Le fait de souffler et de se dire, là, je suis juste en pleine tempête, je sais que ça va se calmer, déjà, en fait, ça nous apaise. Mais aussi, je pense que c'est important, en fait, de soi-même être dans l'écoute de ce qu'on vit dans son corps, parce qu'en fait ça nous crispe vraiment, je sais pas vous, mais moi je sais que je le sens en fait au niveau de ma poitrine, de mon ventre, ça se ferme, je me crispe, je me tends en fait dans mon corps. Le fait de prendre conscience de ça, je sais très bien en ayant en fait le corps crispé et tendu, je ne peux pas être à l'écoute de mon enfant en fait, parce que je suis fermée. Je suis fermée à lui. Là, en fait, c'est normal, hein, c'est un instinct de survie. Je me fais agresser d'une certaine manière, alors qu'on est d'accord, mes enfants ne m'agressent pas volontairement, absolument pas, mais c'est la sensation qu'on a, c'est d'une véritable agression auditive, émotionnelle. Sauf que, voilà, essayer de se réouvrir, de se redescendre au niveau de son corps, permet d'être beaucoup plus disponible pour l'enfant. Et ça marche beaucoup mieux. Parce que vous le savez, surtout chez les enfants hypersensibles, ils sont justement très sensibles à la qualité de notre écoute et à la qualité de notre présence. C'est ce qui est très frustrant d'ailleurs, hein, parce que si lorsque vous rentrez du travail, vous voulez être avec votre enfant parce qu'il vous demande un moment, et que vous êtes encore dans votre tête, dans votre travail ou dans d'autres charges mentales, eh bien en fait il le ressent. Donc vous aimeriez faire autre chose parce que vous avez plein de choses à faire, mais bon, allez, vous passez du temps avec votre enfant parce que vous en avez envie, mais bon, en tout cas, il en a besoin, vous voulez aussi répondre à son besoin, sauf que, ben en fait, comme vous êtes ailleurs dans votre tête, eh ben vous ne lui remplissez pas son réservoir affectif, et au final, ben en fait, vous êtes tous les deux vidés et tous les deux frustrés. Donc oui, les enfants hypersensibles ressentent encore plus la qualité de la présence qu'on leur octroie. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez accueillir cette émotion qui déborde de lui, parce qu'il a clairement pas, lui, le cerveau, lui ou elle bien sûr, j'ai ce réflexe de mettre lui pour les enfants, parce que moi j'ai que des garçons, hein, mais je sais dire très bien qu'il y en a qui ont des filles. Mais du coup, voilà, c'est vrai que si on veut être disponible à ce moment-là, et c'est ce qui va permettre d'ailleurs à l'enfant qui n'a pas encore le cerveau effectivement mature d'apaiser son émotion, il faut qu'on soit apaisé. Et ça, c'est vraiment pas facile. Mais je vous mets au challenge d'essayer. Vraiment. Il y a plein de moyens d'essayer. Et en plus, le fait de faire ça, ça vous permettra, pour revenir à ce que je disais précédemment, de ne pas fuir vos émotions. Parce que vous ne fuyez pas déjà les sensations de votre corps. Ensuite, je vais quand même vous donner quelques astuces que je pense que vous connaissez bien, mais qui peuvent effectivement être aidantes, et vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans certains de mes livres. Vous avez la fameuse jauge d'émotions, lorsque les enfants commencent à aller, je dirais, 18 mois, 2 ans, elle peut déjà se mettre en place pour certains enfants. Et vous pouvez imprimer une sorte de jauge et expliquer vous où vous êtes et régulièrement dire à l'enfant où il est. Alors ça se fait soit avec la jauge vert, orange, rouge, bien sûr. Le vert c'est tout va bien, je me sens serein, mon corps est détendu. Toujours ce lien avec le corps, ça peut être hyper important parce que je réalise que avant même que l'émotion n'éclate et qu'elle se voit, qu'elle s'extériorise, il y avait déjà en fait des symptômes physiques. Mais on n'est pas toujours attentif et c'est normal, mais ça peut être intéressant justement de faire ce qu'on appelle un petit peu un scan corporel. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et c'est quelque chose qu'on peut apprendre à nos enfants. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et en fait, détecter quand on passe au orange avant d'aller dans le rouge. L'orange, c'est je me sens tendu.
j'ai ma gorge qui commence à se nouer, je commence à être agitée, mon corps m'envoie des signes que quelque chose ne va pas. Et c'est donc justement à ce moment-là qu'il est essentiel d'intervenir en fait le plus possible. Et même vous en tant que parent, je pense que être dans l'observation des émotions de vos enfants, de voir comment déjà ils surréagissent. Je pense notamment aux enfants du coup hypersensibles qui ont certaines hyperesthésies. Donc les hyperesthésies, c'est d'avoir des sens plus développés. Donc il y en a 5 sens. Donc il y a l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Ces enfants, en fait, au niveau de leur cerveau, cette surstimulation qui a été prouvée hein, dans les études scientifiques d'Hélène Aron, encore une fois, en fait, ça va surcharger en fait leur cerveau. Et ils ne sont plus en capacité, après, d'avoir un comportement adéquat ou même voilà, de se poser. C'est trop tard, en fait. Donc, être dans l'observation des signaux pour nos enfants vont nous aider peut-être à trouver des solutions. Un exemple concret, souvent il y a des enfants où dans des lieux publics, il y a beaucoup de bruit, visuellement ils sont sursollicités. Par exemple, si vous allez au restaurant, beaucoup d'enfants, à un moment donné, leur demander de rester assis sur une chaise alors qu'en fait ils sont sursollicités et que leur cerveau part dans tous les sens, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc on leur fait une demande qui n'est pas en adéquation avec ce qu'ils vivent. Et il y a des petits signes en fait. Donc si par exemple vous allez au restaurant et que vous voyez déjà votre enfant qui commence à s'agiter, il faut déjà proposer en fait quelque chose pour l'apaiser. Parce que s'il passe dans le rouge, c'est l'explosion. Le cerveau de l'enfant, il est surchargé par ce qui se passe, par les stimulations externes, du coup aussi par ses émotions, parce qu'il y a les stimulations externes, ça fait des stimulations internes, ça crée des émotions difficiles, et en fait là, c'est pas possible de converser avec quelqu'un, et même un adulte. Si un adulte passe au rouge, et je suis sûre que vous avez plein d'exemples comme ça, si vous avez des adultes en fait qui à un moment donné sont énormément énervés, et je suis sûre que dans votre vie de couple ou en amitié, vous avez déjà fait cette expérience, c'est pas le moment d'avoir une conversation. On attend que la personne redescende. C'est la même chose. Et cette petite jauge des émotions, elle est très pratique parce qu'en fait déjà, vous pouvez l'imprimer, en faire une chez vous, la dessiner, et faire cet exercice déjà quand tout va bien. Ça propose à l'enfant déjà en fait de faire ses petits scans corporels régulièrement. Alors quand ils sont jeunes, bien sûr, c'est très ludique, mais cette habitude prise dès tout petit, et vous pouvez la commencer même s'ils sont grands, hein, bien sûr, vous pouvez même la commencer pour vous adultes, ça permet en fait de se situer. Et cette capacité à s'auto-situer, elle est magique. Parce que, et je le vois moi avec mes plus grands qui ont 7 et 9 ans, ils sont en capacité de dire quand ils passent dans le orange. Ce qui permet d'intervenir avant de passer dans le rouge. Dans le rouge, on n'intervient pas. En fait, dans le rouge, on va sécuriser. On va donner en fait un espace sécure pour que l'enfant puisse se relâcher pleinement. C'est ça qui est important. Donc, on va reconnecter aussi l'enfant avec ses sensations physiques, ce qui n'est pas forcément évident, surtout lorsqu'il y a du TSA ou du HPI, donc de l'autisme ou de la douance. C'est souvent aussi des particularités qui vont générer, pas toujours hein, bien sûr, mais qui peuvent générer un détachement par rapport à son corps. Petit à petit également, cette jauge des émotions va vous permettre de développer le langage des émotions, de mettre des mots en fait sur des sensations, mais aussi sur des émotions. Alors, on intellectualise dans ce cas-là, mais ce qui est important, c'est de ne pas rester non plus que dans l'intellect ou non plus que dans la sensation. Il y a aussi des exercices en sophrologie, et d'ailleurs Laetitia dans l'atelier je vous mettrai tout ça en ligne, mais j'y pense là, elle a proposé beaucoup, elle est sophrologue, elle propose beaucoup aux parents des exercices en sophrologie parce que c'est un superbe outil de reconnexion au corps, de ses sensations et d'accompagnement de ses émotions. Donc voilà quelques petites astuces par rapport au côté hyperémotif. Je vous ai parlé un petit peu des hyperesthésies et je vais finir là-dessus. Le fait d'être dans l'observation et dans la compréhension des hyperesthésies de nos enfants permet effectivement aussi d'apaiser les moments de tempête, les moments de crise, certains disent encore crise, donc je ne sais pas si tout le monde utilise encore le terme tempête, mais voilà, les tempêtes émotionnelles, c'est des crises en fait, hein, c'est le moment où ça crie en fait, où ça pleure, où ça tape du pied, où ça se roule par terre, bref voilà. Et c'est totalement ok. Ce comportement, il est normal chez un enfant. Je crois qu'il faut vraiment en fait comprendre qu'on ne peut pas éradiquer ce comportement. Par contre, on peut se rappeler que c'est temporaire. On peut se rappeler que même si c'est difficile et qu'il faut, si on a la possibilité de passer le relais, il faut le faire. Voilà. Je veux pas vous donner des injonctions, mais je pense que c'est important parfois et on porte un peu trop parfois la charge, je sais pas vous, mais cette responsabilité de se dire c'est mes enfants, je dois tout assumer du début à la fin. Mais en fait, demander du soutien et de l'aide, ça veut pas dire qu'on n'assume pas, bien au contraire.
mais bien au contraire. Demander du soutien et de l'aide, ça veut dire qu'en fait, on assume totalement. Et que là encore, on fait passer les besoins de nos enfants avant notre ego de parents. Et je trouve que c'est d'autant plus fort en fait. Et souvent, voilà, il y a ce mix-là, je crois, surtout chez les parents atypiques qui sont idéalistes, perfectionnistes, très exigeants envers eux-mêmes, de se dire j'assume totalement. Mais assumer totalement, c'est vraiment, encore une fois, faire passer les besoins de son enfant avant son ego de parent. Parce que ce qui est touché quand on passe le relais, c'est notre ego de parent. L'amour qu'on porte à nos enfants, en fait, nous amène à nous dépasser, mais aussi, en fait, à s'effacer, parfois. Et à trop s'effacer, on se sacrifie, par contre, donc aussi faire attention à soi. J'espère que cet épisode de podcast a pu soit vous soulager, soit vous apporter des clés. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez voilà, sur les réseaux sociaux. J'essaye notamment sur Instagram de regarder mes MP. C'est toujours moi qui regarde mes MP et qui répond, même si je prends des fois un peu de temps. Et peut-être que voilà, de vos questions, je ferai un autre épisode si jamais il vous a plu. Encore une fois, et je vous le redis, mais n'hésitez pas à laisser une note, un like, un commentaire et à partager cet épisode de podcast. Tellement envie que les neuroatypies soient connues, soient démocratisées, mais positivement en fait. J'avoue que je suis toujours un peu crispée de voir que parfois on ne voit que le côté négatif, hein. Je ne nie pas les difficultés et bon, je vous en ai parlé quand même là sur cette dernière demi-heure, mais moi je suis toujours dans cet état d'esprit de se dire de toute façon on est atypique de naissance, on va vivre neuroatypique, on va mourir neuroatypique. Bon, on a deux choix, soit on se lamente dessus en disant ben voilà, je n'arriverai à rien, c'est pas possible parce que de toute façon, bah voilà, je suis neuroatypique, soit on se dit bon, ok, j'ai tiré cette carte au tirage, a priori, j'en fais quoi maintenant? Et je pense que bien placé, eh ben ça peut être un superbe potentiel. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir des enfants avec un énorme potentiel. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon lundi, si vous écoutez ça lundi, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.